restaurant de Mama G ne fermait jamais, jour et nuit. Ses portes restaient toujours ouvertes. Chaleureux par le feu et l'odeur de la cuisine, même en arrivant à 3 heures du matin, on trouvait des plats chauds, prêts et servis avec le sourire. Les gens venaient de partout. Certains venaient à pied, d'autres à vélo, d'autres encore pieds nus. Ils étaient tous venus pour la même raison, la cuisine de Mama G. La soupe au poivre pouvait rendre malade, danser. Son riz jollof avait l'odeur du matin de Noël. La soupe était épaisse comme un secret et sucrée comme une mangue volée. Son igname pilé trônait comme un roi à côté de chaque bol. Les gens faisaient la queue pour acheter avant même que ce soit prêt, et le temps que le premier plat soit servi, tout était parti en quelques minutes. Les habitants de la ville disaient que c'était parce que sa cuisine était tout simplement trop bonne. Ils disaient qu'elle utilisait les meilleures épices, des mélanges secrets et une touche que personne d'autre n'avait, mais personne ne posait de questions. Personne ne regardait trop loin. La nourriture était trop bonne, trop sucrée, trop parfaite. Sa boutique était toujours pleine. Des rires dans l'air. Des assiettes qui applaudissaient. Des voix criant « Ajoutez plus de viande, Mama G ». Et elle riait, sa dent en or brillante, « Mange et oublie tes chagrins », disait-elle en dégustant du ragoût comme une rivière coulant sur des pierres. Mais derrière ce sourire, derrière ces marmites, quelque chose d'autre mijotait. Seule Mama G le savait, et bientôt Azaba le saurait aussi, car chaque marmite a un fond. Et certains fonds cachent plus que du poivre. Dans la cuisine de Mama, où les murs suintaient toujours du feu et où l'odeur du ragoût flottait dans l'air, il y avait une marmite qui ne s'ouvrait jamais. Elle était grande, noire et vieille. Elle était posée dans un coin, près du mur du fond. Cette marmite ne bougeait jamais. Personne ne la touchait. Personne n'osait même s'en approcher. Seule Mama G s'en approchait et ne l'utilisait qu'une fois par an, en décembre. Toujours seule, porte verrouillée, rideau tiré, cette marmite ne fumait jamais. Personne ne la voyait l'ouvrir. Mais quand décembre arrivait et qu'elle cuisinait avec cette marmite, sa nourriture avait un goût plus doux que jamais, plus sucré que la canne à sucre, plus riche qu'un festin de roi. Pourtant, la marmite restait silencieuse, lourde, froide, pleine de quelque chose que personne ne voulait imaginer. Son mari, Monsieur Dan. C'était un homme qui aimait la nourriture plus que tout. Il entrait dans la cuisine en fredonnant. Il soulevait les couvercles, goûtait les soupes, léchait les cuillères, mâchait la viande, mais le jour où il s'est approché de la grande marmite, Mama G est apparue comme l'éclair. « Ne touche pas à celle-là » a-t-elle crié. « Je suis tranchante comme un choc. Tu es une lame. » Monsieur Dan a cligné des yeux. « Pourquoi » a-t-il demandé, essayant de sourire. « Parce que je l'ai dit » a-t-elle craqué. « Celui-ci est spécial. » Il n'a plus jamais posé la question. Même ses employés, des petites filles aux yeux fatigués et aux mains endolories, savaient qu'il n'y avait rien de mieux à faire. Elle lavait chaque recoin de la boutique, mais jamais cet endroit. La grande marmite était comme une tombe. On passait devant, on ne s'en approchait pas. Quand la dernière assiette était servie et le dernier client parti, Mama G s'asseyait près de la marmite. Parfois, elle lui parlait, parfois elle touchait doucement le couvercle, comme si c'était un bébé qui dormait. Elle seule savait ce qu'il y avait dedans. Même les murs de la cuisine retenaient leur souffle. Le restaurant de Mama G était toujours plein de monde. Mais une chose était étrange, aucun de ses employés ne venait d'Azaba, pas même un. Les gens, en ville en parlaient. Pourquoi Mama G n'embauchait-elle pas nos enfants? Les enfants demandaient pourquoi il y avait toujours de nouveaux visages chaque année. Ces ouvriers étaient tous de jeunes garçons et filles, aux bras maigres et à la bouche silencieuse. Ils ne riaient jamais beaucoup. Ils travaillaient comme si leurs jambes étaient attachées au sol. Ils lavaient les assiettes, allaient chercher de l'eau, nettoyaient les tables, pilaient l'igname. Ils servaient à manger. Et quand tout le monde dormait, ils continuaient à balayer. Mais chaque mois de décembre, comme une horloge qui tourne, Mama G partait en voyage. Elle faisait ses valises, portait sa robe impeccable et partait pour un petit village lointain appelé Abba. Le village avait des routes poussiéreuses, des toits cassés et des enfants affamés aux grands yeux et aux lèvres sèches. Mama G allait de maison en maison pour parler aux familles pauvres. Elle s'asseyait sous le sapin avec les mères et les oncles. Elle leur tenait la main et leur parlait doucement comme du miel. « Laissez-moi emmener votre enfant. En ville, je les enverrai à l'école, je les nourrirai, je les habillerai. Laissez-moi vous aider. » Et lorsqu'ils hésitaient, elle ouvrait son sac et leur montrait des photos. Des photos d'enfants en uniforme scolaire souriant dans les salles de classe, tenant des livres. « Regardez Grace, » disait-elle. « Regardez Franck. » Elle souriait. « Ils apprennent bien. Vite, vous serez fiers. » Et les pauvres, les parents pauvres, s'essuyaient les yeux, hochaient lentement la tête et disaient « Prends-le,
laisse-le avoir une vie meilleure. Porte-le. Elle s'en sortira bien avec toi, car quand on n'a rien, même un mensonge peut ressembler à un cadeau. Alors, chaque Noël, Mamage revenait avec de nouveaux enfants. Un garçon, une fille, parfois 2, parfois 3. Et chaque année, il ne revenait jamais. Le premier enfant que Mamage a pris était une fille nommée Grace. Grace n'avait que 15 ans. Son cœur était doux. Ses yeux ressemblaient toujours à elle. Un jour, j'ai voulu pleurer. Sa maison a pris feu. Un grand incendie. Un incendie violent a tout brûlé. Sa mère et son père sont morts à l'intérieur de la maison. Ils ont été réduits en cendres comme ça. Après l'incendie, Grace n'avait nulle part où aller. Elle a donc emménagé chez son oncle, mais celui-ci avait déjà trop de bouche pour nourrir ses propres enfants. Ils avaient toujours faim. Jamais assez de nourriture, jamais assez de vêtements. Jamais assez. Grace souriait. Elle s'asseyait au bord de la rivière tous les jours, silencieuse, réfléchissant à l'eau qui coulait comme si elle avait des secrets. C'est là que Mamage l'a vue. Elle s'est approchée, s'est assise à côté d'elle et lui a dit « Veux-tu aller à l'école ?» Grace a levé les yeux au ciel. Elle a tremblé, mais elle a hoché la tête lentement. Mamage lui a doucement touché l'épaule. « Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Tu iras à l'école. Porte de beaux vêtements, mange bien. Tu seras à nouveau heureuse. » Le lendemain matin, elle est allée chez l'oncle. Elle a dit, douce comme du sucre, « Laisse-moi porter Grace, laisse-moi l'entraîner. Tu seras fière. » L'oncle a accepté. Il pensait que c'était une bénédiction et, comme ça, Grace a quitté le village. Quand ils sont arrivés à Azaba, Grace a souri. Pour la première fois depuis longtemps, Mamage lui a acheté son uniforme scolaire, des cahiers d'exercice et lui a même donné un petit téléphone. Elle a commencé l'école. Elle a appris vite. Elle riait parfois. Elle a même appelé son oncle une fois. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait chanceuse. Elle s'est dit, peut-être que le monde est à nouveau bon. Mais cela n'a pas duré longtemps. Au 2e trimestre, tout a changé. Un matin, Mamage s'est tenue devant elle et lui a dit, « Tu ne peux pas continuer à manger et à aller à l'école. Qu'est-ce que tu donnes en retour ?» Grace avait l'air perplexe. « Mais tu as dit ?» La voix de Mamage est devenue dure. « J'ai dit ce que j'ai dit, maintenant prépare-toi, tu travailles avec moi. » L'école s'est arrêtée. Uniforme. Livre plié. Jeté dans un coin. Grace a commencé à laver les assiettes, à moudre le poivre, à aller chercher de l'eau, à nettoyer les tables et à servir. À manger du matin au soir. Même son téléphone a été pris. Plus d'appels, plus d'amis, plus de rêves. Elle a travaillé jusqu'à en avoir mal aux mains. Elle a dormi par terre. Elle pleurait dans son râpeur le soir, mais Mamage s'en fichait. Et quand Grace a supplié, « S'il te plaît, je peux aller voir mon oncle. » Mamage dit, « Ce n'est pas encore le moment, sois juste patiente. » Grace resta donc, elle travailla et attendit, mais personne ne vint la chercher et peu à peu, la rivière dans son cœur s'assécha. Un an passa, puis Noël arriva. « Fais tes bagages, » lui dit Mamage un soir. « Nous allons au village. » Grace sauta de joie de revoir enfin son peuple, mais Mamage avait une règle. Elle voyageait de nuit, alors ils partirent à la faveur de l'obscurité au matin. Mamage arriva seule à Abba, puis quelqu'un demanda, « Où est Grace ?» Elle rentre à la maison. « Pour Noël ?» Mamage sourit, les dents blanches, le regard perçant. « Non. » « Oh, elle a voyagé avec son école. Ils sont allés à Abuja en excursion. Elle a même dit que je devrais tous vous saluer. » Les gens hochèrent la tête, impressionnés qu'elle aille quelque part maintenant. Elle profite. Que Dieu bénisse Mamage. Puis Mamage ouvrit son sac et en sortit une photo. Grace se tenait dans une salle de classe, un livre à la main, souriante. Elle dit qu'elle viendrait bientôt. Mamage dit que les gens applaudissaient. Ils croyaient tout après tout. La photo semblait réelle et Grace souriait. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. En ville, et là, dans ce doux moment de joie feinte, une mère s'avança. Son fils se tenait à côté d'elle. Un petit garçon aux pieds poussiéreux et aux yeux écarquillés. Il s'appelait Franck. La mère tenait la main de Mamage. Sa voix était douce comme la brise du soir. « S'il vous plaît, emmenez mon fils aussi. Qu'il aille à l'école comme Grace. Qu'il ait aussi une vie meilleure. » Mamage regarda le garçon, puis la foule. Elle hocha la tête. « Je vais l'aider. Il sera comme Grace. Vous verrez. » Et comme ça, un autre enfant fut ajouté. Franck était différent. Ses yeux étaient perçants comme une torche, la lumière dans le noir. Son esprit travaillait vite.
Il pouvait réparer des radios cassées avec une lame. Sa mère, une veuve, vendait des arachides au soleil. Ses doigts étaient toujours brûlés. Son emballage était toujours poussiéreux, mais son cœur était plein d'espoir. Un Noël, Mamagé revint. Elle se tint devant l'étal en bois de la femme et sourit. « Ce garçon est spécial, » dit-elle en tapotant doucement la tête de Franck. « Laisse-moi le prendre. Je ferai de lui un homme formidable. Il portera un costume, travaillera au bureau et deviendra ingénieur. » La femme pleura mais hocha la tête. Elle fit ses bagages. Une chemise, 2 pantalons et une Bible. « Rends-moi fier, mon fils, » murmura-t-elle. Franck suivit Mamagé en ville et tout commença bien. Elle l'inscrivit en 3e année de lycée. Elle lui acheta une trousse pointue, des chaussettes blanches, même un cartable avec des dessins animés. Il s'inscrivit à un club de sciences. Et il appelait à la maison tous les dimanches. « Maman, j'apprends vite, » dit-il une fois. « J'ai même touché un ordinateur. » Sa mère dansa ce jour-là sous le manguier. « Merci mon Dieu, » dit-elle. Mais le bonheur n'était jamais au rendez-vous chez Mamagé. Ça a duré 3 longs mois, puis Mamagé dit « Les livres ne font pas cuire le riz, viens m'aider. » Tout comme Grèce, les livres de Franck ont disparu, son uniforme plié, son sac jeté sous le lit, il a commencé à balayer le sol, à éplucher des ignames, à porter du bois de chauffage, il a puisé de l'eau jusqu'à ses épaules, et sa voix, autrefois forte et pleine de réponses, s'est tue. « Puis-je retourner à l'école » a-t-il demandé une fois, mais Mamagé l'a regardé fixement. « Est-ce que l'école t'a déjà nourri » a-t-elle dit froidement. À partir de ce jour, il a cessé de poser des questions, puis un soir de décembre, Mamagé lui a dit « Fais tes affaires, on rentre à la maison. » Le cœur de Franck a fait un bond. « Maman » il a crié de joie, « Je verrai ma mère. » Ils sont partis avant le chant du coq. Mais lorsqu'ils sont arrivés au village, Mamagé est arrivé seul. De nouveau, le garçon est parti en Amérique pour une excursion scolaire. Elle leur a dit qu'elle avait montré une photo de Franck en blouse blanche tenant un bêcher. Tout le monde a applaudi. Sa mère a souri en larmes, mais Franck était parti et personne ne lui a demandé où il était vraiment allé après Grèce. Et après Franck, Mamagé ne s'est pas arrêté chaque année. Le vent de Hamatan retournait à bas avec des mots doux et de lourds sacs. Elle allait d'une cour à l'autre, portant des photos comme des clés ouvrant le cœur des parents pauvres. Chaque fois qu'elle disait « Regardez celui-là, il est maintenant en cours de sciences ». Elle rejoignait la chorale de l'école « Votre enfant sera comme eux ». Et les parents croyaient voir des visages souriants en uniforme, tenant des livres près des tableaux noirs. Ils ne savaient pas que ces photos étaient vieilles ou parfois fausses. Mamagé revenait toujours en ville avec 2 ou 3 nouveaux enfants. Elle leur donnait du savon. Elle leur donnait des brosses à dents. Elle leur donnait des chaussures et des rêves. Mais au bout d'un moment, les chaussures disparaissaient. Le savon finissait. Les livres étaient oubliés et les rêves. Les rêves s'éteignaient doucement comme une bougie sous la pluie. Un par un, les enfants se transformaient en ouvriers et disparaissaient un par un. Mais pendant qu'ils disparaissaient, l'entreprise de Mamagé grandissait. Son enseigne grandissait. Ses lumières clignotantes étaient rouges, vertes et jaunes. Sa marmite devenait plus large et plus profonde. Ses chaises se transformaient en bancs en plastique. Sa file d'attente s'étirait comme un fil à linge dans son enceinte, les gens disaient que sa nourriture était trop sucrée, qu'elle y ajoutait quelque chose. C'est peut-être sa recette secrète. Personne ne savait que son secret n'était pas dans le poivre, ni dans les oignons, ni dans les écrevisses. Le secret était quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui avait un prix. Tandis que son restaurant s'enrichissait, le village d'Abba devenait plus silencieux, car chaque année, un autre enfant partait avec Mamagé. Un autre décembre arrivait. Les arbres étaient poussiéreux, la brise était sèche, et dans le village d'Abba, les tambours avaient cessé de danser. Dans une petite cour à la lisière du village, une fille était assise sur un banc en bois. Elle s'appelait Destinée. Ses yeux étaient calmes, ses pieds nus, ses cheveux étaient noués en douce tresse. Destinée était orpheline. Ses 2 parents étaient morts de maladie et elle vivait maintenant avec sa grand-mère, une vieille femme qui vendait des herbes au bord de la route. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient qu'une tasse à boire. Parfois, Destinée se couchait avec juste de l'eau dans le ventre. C'est le jour où Mamagé est entrée. Elle est arrivée avec un sac de riz, un paquet de biscuits et une voix douce comme du sucre fondu. Elle s'est assise sur le banc à côté de la vieille femme et a dit « Maman, laisse-moi aider cette fille. Je vais l'emmener en ville. Je vais l'envoyer à l'école. C'est une enfant spéciale. Elle mérite mieux que ça. » La grand-mère regarda Destinée. Destinée regarda le sol, puis acquiesça. Elle voulait partir. Elle voulait plus que la faim et le silence.
Mama G sourit largement et lui toucha doucement la tête. Tu ne le regretteras pas, dit-elle. Le lendemain, Destinée quitta le village. Lorsqu'elles arrivèrent à Azaba, tout semblait neuf. Mama G lui donna des chaussures brillantes, un uniforme propre et même une brosse à dents à poils bleus. Destinée vit des lumières plus brillantes que les étoiles. Elle sourit légèrement. Elle était inscrite à l'école. Elle tenait les livres à deux mains comme des trésors. Elle était assise au fond de la classe, silencieuse mais toujours à l'affût. Elle pensa que c'était peut-être le début d'une vie meilleure, mais seulement pour un court instant. Après quelques semaines, l'école ferma ses portes. On lui enleva ses chaussures. On lui rangea les livres. Son nom fut rayé de la liste. Mama G lui donna un chiffon et dit « Commence à nettoyer, les clients arrivent ». À partir de ce jour, Destinée commença son travail. Elle balaya le sol avant que les oiseaux ne se réveillent. Elle alla chercher de l'eau jusqu'à ce que ses bras tremblent. Elle lava des casseroles si grandes qu'elle pouvait y rentrer. Elle travailla du lever du soleil à minuit. Et quand ses jambes étaient fatiguées, Mama G disait « Tu n'es pas là pour dormir, tu es là pour aider ». Destinée avait envie de pleurer, mais elle n'avait plus de larmes, tout comme les autres avant elle, Grace, Franck et les sans-noms. Destinée faisait partie de la cuisine, mais quelque chose chez Destinée était différent, quelque chose que la marmite n'avait jamais vu auparavant dans le monde de Mama G. La cuisine était occupée, la nourriture était chaude et l'argent continuait d'affluer, mais derrière tout ce bruit, quelque chose de discret et de méchant se glissait. C'était Monsieur Dan, le mari de Mama G. Il avait un gros ventre, un rire sonore et un amour pour la soupe Peppa, mais ses yeux avaient commencé à faire quelque chose de mal. Ses yeux étaient toujours fixés sur Destinée. Quand elle se penchait pour porter de l'eau, il se tenait derrière elle. Quand elle lavait le poisson, il s'asseyait sur le banc, mâchant un cure-dent, la fixant du regard. Lorsqu'elle se changeait dans le petit coin derrière le rideau, elle entendait ses pas passer lentement. « Oncle, dit-elle. » Un soir, sa voix tremblait comme une feuille sèche au vent. « Tu as besoin de quelque chose. » Il se lécha les lèvres et dit « J'ai besoin de toi. » Ses mains se figèrent. Elle laissa tomber l'assiette dans sa main, elle se brisa. Il se pencha plus près. « Ne fais pas la timide, je peux prendre soin de toi plus que Maman G. » Au début, Destinée pensait que c'était une erreur, puis un jour, il lui toucha le bras et sourit. « Viens à la maison un jour, je te donnerai quelque chose. » La douce Destinée courut, ses mains tremblaient, sa poitrine se serrait comme un tambour cette nuit-là. Elle essaya de dire à Mama G. Elle se tint près du poêle et murmura « Maman, ton. Mon mari me dit des choses. » Mama G se retourna et la regarda, le visage dur comme la pierre. « Occupe-toi de ton travail et arrête de chercher les ennuis, » s'exclama-t-elle. Le destin ravala ses mots, sa voix resta coincée dans sa gorge. Elle resta silencieuse. Mais le danger ne s'arrêta pas. Puis, un matin, Mama G l'appela. « Va à la maison et apporte un sac de riz. Il est dans l'arrière-boutique. » Le destin se figea, seul. Elle demanda à Mama G. Elle ne répondit pas. Elle fit un signe de la main et s'éloigna. Le destin s'en alla. Elle marcha lentement, les jambes lourdes comme des pierres. Elle ouvrit le portail. Elle entra dans la maison. C'était silencieux, trop silencieux. L'air était lourd, la lumière était immobile. Elle se dirigea vers l'arrière-boutique. Soudain, la porte d'entrée claqua. Clic-clic. 2 serrures. Elle se retourna. Monsieur Dan se tenait là, les yeux sombres, le sourire aux lèvres. « Faux oncle, s'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Mama G a dit que je devrais juste acheter du riz. » Il fit un pas en avant. « Tu ne vas nulle part pour l'instant, » dit-il d'une voix lente et lourde. Le destin recula, elle heurta une chaise, ses mains tremblaient, ses lèvres tremblaient. Il accéléra, attrapa son bras et la tira vers la chambre. Le destin hurla, la supplia, donna des coups de pied et pleura. « S'il te plaît, laisse-moi partir, maman le découvrira. » Mais il était plus fort, il la plaqua au sol, l'enjamba et la porte s'ouvrit brusquement. Mama G resta là, elle vit tout. Ses yeux passèrent de la robe déchirée de Destinée aux mains maléfiques de Monsieur Dan. Elle ne sia pas, elle ne cria pas, elle ne dit pas un mot. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Destinée sur le lit en pleurs. Elle laissa son mari en sueur, quittant la maison honteuse. Au matin, la pièce était vide, ses chaussures avaient disparu, ses vêtements avaient disparu, même son téléphone avait disparu. Destinée se réveilla dans le silence. Elle alla au magasin. Mama G était déjà là, en train de remuer la soupe au poivre. Elle ne regarda pas Destinée, elle ne demanda rien au sujet du riz, elle dit juste
commence à émincer les oignons. Plus tard dans la journée, Mama G cria dans la rue, mon mari a disparu. Depuis que j'ai envoyé Destiny chercher du riz, il n'est pas revenu. Les gens se rassemblèrent. Mama G cria fort, elle tenait son emballage et s'agenouilla par terre. Où est mon mari? Destiny se tenait dans un coin, les mains tremblantes, la poitrine lourde. Elle ne parlait pas. Quelqu'un dans la foule la pointa du doigt. N'est-ce pas toi qui l'as vue en dernier? Une autre voix cracha. Peut-être l'a-t-elle tué. Mama G se tourna, les yeux rouges, elle gifla Destiny si fort que sa tête se tourna. Tu as touché mon mari. Tu as essayé de me le voler. Destiny secoua la tête. Non, maman. Je ne l'ai pas fait. Avant qu'elle ait pu finir, Mama G la gifla encore, chaude, dure et lourde. Menteuse. Elle cria, tu voulais me voler mon mari. La foule haleta. Une femme se couvrit la bouche. Un homme murmura. Est-ce vrai? Quelqu'un cracha par terre, à côté de Destiny. Une autre voix dit, cette fille est maudite. Le destin cria, sa voix se brisa. Je ne l'ai pas touchée. Je n'ai rien fait. Mais Mama G n'avait pas fini. Elle attrapa un gros bâton de cuisine, épais comme une branche d'arbre, lisse par le feu et l'huile. Elle le leva au-dessus de sa tête, le feu dans ses yeux. Aujourd'hui, je vais te battre pour faire sortir le démon. Le destin essaya de ramper, ses mains raclèrent le sol, ses jambes tremblèrent. Mama G courut après elle, levant le bâton pour frapper, mais dans sa colère, dans sa précipitation, dans sa tempête, elle heurta autre chose. La marmite interdite. La marmite roula une fois de plus puis s'arrêta. Le couvercle bougea comme un paresseux. Le serpent glissa, et ce qui sortit n'était pas de la fumée, c'était un silence épais et lourd. Puis une odeur forte, amère, étrange, ni poivre, ni viande, quelque chose de pire. Quelque chose qui vous tordait l'estomac. Une femme s'avança, regarda à l'intérieur et hurla fort, comme si on lui avait versé du feu dans la gorge. D'autres se précipitèrent. Un par un, ils regardèrent, puis tous hurlèrent. Les hommes se couvraient la bouche. Les femmes tombèrent par terre. Un homme vomit près de la table poivrière. À l'intérieur du pot se trouvait, devant Monsieur Dan. Ses yeux étaient encore ouverts, ses lèvres étaient sombres, son cou était net et coupé. Il fixait tout le monde comme s'il avait quelque chose à dire, mais ce n'était pas tout. En dessous, sa tête était pleine, puis une autre, puis une autre. Petite tête. Graisse. Franck. Les enfants, chaque visage figé de douleur, chacun un nom qui ne revenait jamais. La marmite était pleine, pas de ragoût, pas de soupe, mais de secrets qui bouillaient depuis des années. La marmite avait parlé, et Azaba ne serait plus jamais la même. Mama G ne courut pas, elle ne pleura pas, elle ne se cacha pas, elle ne supplia pas. Elle resta juste là, le visage sec, les yeux vides comme un puits tari. La police est arrivée, leurs bottes ont piétiné le sol, leurs sifflets ont hurlé, ils ont frayé un chemin à travers la foule, sont entrés dans la cuisine et ont vu la marmite, ils ont regardé à l'intérieur, ils ont reculé, un policier s'est couvert le nez, un autre s'est couvert les yeux, puis ils se sont tournés vers Mama G et ont dit « Vous êtes en état d'arrestation ». Elle a hoché la tête, elle n'a pas demandé pourquoi il l'avait emmenée menottée, la rue était silencieuse, même le vent avait oublié comment souffler, le destin a été emmené en lieu sûr, elle était assise dans une petite pièce, enveloppée dans une couverture, les mains tenant une tasse de thé, elle ne buvait jamais, ses yeux étaient fixés dans le vide au poste de police. Mama G était assise sur une chaise, le policier a demandé « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Mama G leva lentement les yeux, sa voix était calme, froide comme l'eau du fond d'une rivière. C'était un rituel. L'officier cligna des yeux. « Quel genre de rituel ?» répondit-il. « Un rituel puissant, un rituel qui amène les gens, un rituel qui apporte l'argent. » Elle regarda autour d'elle. « Je n'ai pas toujours été comme ça. Je vendais au bord de la route. Ma nourriture était bonne, mais personne ne venait. Un jour, une femme m'insulta. Elle dit que ma soupe était fade. Ce jour-là, je suis allée chez un médecin indigène. Je lui ai dit que je voulais le pouvoir. Je voulais que les gens se battent pour ma nourriture. La pièce était silencieuse. Il me laissa le choix, un choix sombre. Il dit que la marmite doit être mangée. Il dit que chaque année, elle doit nourrir. » L'officier se pencha en avant. Se nourrir de quoi? Mama G ne s'y a pas. De la chair la plus pure, de la chair d'un enfant. L'officier laissa tomber son stylo. Elle continua. Chaque décembre, je lui donnais un enfant, un par un. J'ai choisi les pauvres, les oubliés, j'ai fait cuire leurs morceaux dans cette marmite,
juste des petits morceaux, pas trop, juste assez pour le goût. Sa voix était douce maintenant, comme une berceuse. C'est pourquoi la nourriture était sucrée, c'est pourquoi les gens venaient toujours, ils ne le savaient pas, mais leurs estomacs le savaient. Elle souriait. Ce n'est pas seulement de la cuisine, c'est un sacrifice. Elle leva les yeux, ses yeux comme des trous profonds. Grace fut la première, puis Franck, puis bien d'autres, un enfant. Chaque année, juste avant Noël. Elle secoua lentement la tête. Le destin était le suivant. J'avais tout préparé, j'avais nettoyé le porc, j'avais aiguisé le couteau. Les signes étaient bons, les esprits étaient prêts, puis sa voix changea, elle tomba comme une pluie sèche. Mais Monsieur Dan, cet homme stupide, l'a touché, il a enfreint la règle. Aucun enfant ne doit être souillé avant le sacrifice. Cela gâche le pouvoir, cela gâche le goût. Elle ferma les yeux. Alors je lui ai donné le pot. Sa chair n'était pas pure, mais c'était le seul choix qui restait. Le pot avait faim. Je ne pouvais pas attendre loin, dans le village d'Abba. La nouvelle est arrivée aux oreilles des parents. Elle s'est propagée comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche. Les mères qui ont donné leurs filles, les pères qui ont envoyé leurs fils, ils se sont tous rassemblés sur la place du village, portant les photos. Maman Gélleur a un jour donné des photos de Grace, de Franck, des enfants qui ne sont jamais revenus. Les vieilles femmes ont gémi. Leurs voix ont brisé le ciel. Elle nous a menti. Elle a utilisé nos enfants. Un homme est tombé par terre en se roulant dans le sable. Je lui ai donné mon fils unique. Elle m'a montré une photo. Il souriait. Une autre mère a déchiré son emballage et a crié que son sourire n'était pas réel. Cette photo avait été prise avant qu'elle ne les tue. Tout le village fut une tempête de larmes. Certains s'évanouirent, d'autres se battirent. Certains restèrent assis à regarder, trop brisés pour pleurer. Ils lui avaient fait confiance, ils lui avaient ouvert leurs portes, ils lui avaient donné leurs enfants, et maintenant la vérité était sortie comme de la vapeur brûlante d'une marmite secrète et elle a brûlé tout le monde. Mama G fut emmenée en prison, des chaînes aux mains, des gardes à ses côtés, pas de sourire, pas de larmes. Elle ne se battit pas, elle ne parla plus de la même manière. Elle cuisinait en silence. Elle entra. Sa punition fut silencieuse. Le restaurant fut fermé, les chaises furent cassées, les tables brûlées, les murs éraflés, l'enseigne avec ses lumières clignotantes fut arrachée. La cuisine fut fermée avec de grosses chaînes de fer et la marmite interdite fut emportée par la police. Mais personne ne toucha à ce qu'il y avait à l'intérieur, personne n'osa. La marmite était scellée à jamais, et même la terre ne voulait pas qu'elle soit enterrée près de lui. Quant à Destiny, elle fut ramenée à Abba. Sa grand-mère la serra fort contre elle en pleurant, l'embrassant sur les joues, la berçant d'avant en arrière comme un bébé. Mais Destiny ne dit jamais un mot, pas même un mot. Menteuse. Elle cria. Ses lèvres étaient fermées, ses yeux au loin, comme si sa voix lui avait été volée. Elle s'est réveillée comme une ombre. Elle est restée assise pendant des heures à fixer le ciel. Elle n'a pas ri, elle n'a pas pleuré, elle a juste existé. Dans la ville d'Azaba, les gens ont essayé d'oublier, mais ils n'y sont pas parvenus. Parce que même si le magasin était fermé, on disait que l'odeur du ragoût provenait toujours du coin de la rue, la nuit, un ragoût riche, épais et sucré. Certaines nuits, quand le vent était calme et la lune immobile, on entendait des murmures venant de la cuisine fermée, derrière la porte verrouillée. Une voix de femme douce et grave, presque comme si elle chantait une berceuse. Je leur ai dit de ne jamais ouvrir cette marmite. Et puis, silence, un épais silence, car certains secrets, une fois cuits au feu, ne peuvent jamais être oubliés. La marmite est fermée, mais l'histoire continue de bouillir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si oui, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.